Je ne présente pas Morgan Sportes, hein, vous le connaissez. Comme l'a dit aussi Sophie en préambule, c'est vrai qu'il renoue là avec sa veine à la fois la plus populaire et la plus emblématique, puisqu'il renoue avec le traitement à la fois anthropologique et romanesque du fait divers, dans l'affiliation de l'APA, dans l'affiliation de tout de suite. Mais là, plus encore qu'un fait divers, c'est une plongée au cœur du réacteur de la machine terroriste que Morgan Sportes nous offre. Morgan, tu as choisi un attentat qui s'est produit en 2012 dans la foulée de l'affaire Mera et qui fait donc d'une certaine manière la jonction dans le temps entre la tuerie à la sortie de l'école juive de Toulouse et la vague d'attentats qui sévira à partir de début 2015 en France, à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, puis au Bataclan. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet attentat-là, celui de la filière Torsicane? J'écris une vingtaine de bouquins et régulièrement, parce que je suis masochiste sans doute, j'ai besoin de retourner au charbon. Hein. Bon, alors, ça a été l'APA, c'est il y a 30 ans, l'APA. 3 petits jeunes qui tuent pour rien, qui tuent, et on se souviendra toujours, puisque Bertrand Tavernier a porté le livre à l'écran, la dernière image du film, qui est magnifique, c'est-à-dire la fille vient de participer à 5 tentatives de meurtre, et on est à 3 jours avant Noël, elle avoue tout au commissaire qui l'interroge, et elle dit « Monsieur le commissaire, maintenant que j'ai tout avoué, est-ce que je serai libre pour Noël ?» Donc là, je saisissais il y a 30 ans quelque chose qui était beaucoup plus vivace en Amérique déjà, l'ère du vide dans lequel on est. Hein, le Baudrillard, Guy Debord, etc. Bon. Ensuite, 10 ans plus tard, il y a 10 ans plutôt, je fais tout de suite. Alors là, c'est la même ère du vide, mais où on intègre les banlieues, le multiethnisme, tout ça. Et c'est le meurtre d'un jeune homme supposé riche parce qu'il est juif. Et ensuite, bon, à nouveau une crise de masochisme. Bon, il y a eu cette affaire qui est tombée. Là, je veux dire, bon, j'ai écrit un roman, hein, mais c'est très inspiré de... J'ai assisté à des procès qui duraient 2 mois. J'ai consulté des dossiers d'instruction qui font 30 000 pages, donc il a fallu synthétiser tout ça. Et ça m'a permis d'entrer dans ce qui nous arrive. Moi, j'aime bien, je préfère écrire sur l'amour, les jésuites au XVIIe siècle, je veux dire, mais voilà, c'est là, on est dedans. Donc, je suis allé au charbon à nouveau, jamais 203, et je me suis intéressé à cette affaire. Alors l'affaire, alors là on a affaire à quelque chose de tout à fait moderne, on est dans la mondialisation, puisqu'il y a une vingtaine de jeunes qui sont maghrébins revenus à l'islam, blacks, africains ou antillais, en général chrétiens, convertis à l'islam, gaulois bien sûr, souchiens, convertis à l'islam. Alors, 2 Vietnamiens de famille bouddhiste convertis à l'islam. Alors là, vraiment, la cerise sur le gâteau, là, ça ne s'invente pas, ce truc-là. C'est un jeune garçon de famille juive bourgeoise converti à l'islam. L'affaire, en gros, la story, c'est donc juste après l'affaire Mera, une grenade est balancée dans une épicerie cachère du nord de Paris, dans la banlieue. La police examine la goupille, il y a des traces ADN, on identifie immédiatement le type qui a lancé la grenade. C'est un Antillais converti à l'islam en lien avec des réseaux islamistes, mais on le laisse courir pendant 2 semaines parce qu'on veut identifier toute la bande. Et alors, écoute téléphonique, on suit les gens à la trace, on identifie d'abord ces 3 femmes, il avait 3 femmes. C'est bien ça pour ça l'islam. Hein. Moi, je vais me convertir. Hein. On identifie toute la bande. Et alors, moi, je monte toute cette traque au jour le jour. Quoi. Les suivre pas à pas. C'est incroyable ce que la justice et la police peut déployer de moyens pour une ribambelle de crétins comme ça. Non et au moment où ils se rendent compte qu'ils ont... Parce que ça se passe entre le nord et le sud de la France, qui s'apprêtent à commettre un attentat contre des militaires, comme dans l'affaire Mera, parce que le Mera, c'était leur modèle, hein, c'était pour eux le chevalier de Toulouse. Donc ils s'apprêtent à commettre des attentats contre des militaires, ils font un grand coup de filet, le chef de la bande est abattu,
une quinzaine d'entre eux sont arrêtés, 3 s'enfuient en Syrie faire le djihad. Alors là, moi je ne fais pas de politique dans mon livre, mais tout d'un coup il y a des questions politiques qui se posent, parce que ces types-là se tirent en Syrie via la Turquie, et la Turquie c'est une plaque tournante du terrorisme international. Un de ces types-là, qui sera arrêté par la suite, raconte aux flics, mais monsieur, c'est des soldats turcs qui m'ont porté mes valises pour traverser la frontière syrienne. Et qui leur ont trouvé un taxi pour partir à Idlib, à côté d'Alep, pour faire le djihad contre l'hérétique Bachar el-Assad. Donc ça, c'est la story. Et il y en a 2 qui, de Syrie, vont revenir ensuite en France, leur but étant de commettre, 2 ans avant que ça explose à Nice, un attentat contre le carnaval de Nice. Ils avaient déjà fabriqué des grenades. Ils seront arrêtés juste avant. Donc ça se passe juste 2 ans avant l'attentat du 14 juillet à Nice. Donc ça, c'est la story, disons. On pourrait lire ça comme un polar. Mais évidemment, moi, ce qui m'intéresse, moi j'avais comme lecteur Claude Lévi-Strauss. De l'APA, il me disait j'ai lu votre livre à la fois comme un livre policier et une étude ethnographique. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans le terreau humain de tout ça. Je ne regarde pas ça de l'extérieur seulement, ce n'est pas Pavlov. Et j'ai pu avoir accès à l'intériorité de ces gens-là, parce qu'un dossier d'instruction, c'est un document anthropologique d'une richesse énorme, mais c'est illisible, 30 000 pages, ça part dans tous les sens, donc il faut faire une synthèse, il faut étudier ça. Bon. J'ai assisté aussi à des procès, donc j'ai même parlé avec des témoins et même des protagonistes qui étaient en comparution libre au procès, donc j'ai déjeuné avec des djihadistes. Et donc, je peux entrer dans le terreau humain de ces gens-là et les faire parler, mettre en scène leur dialogue. Et il y a des choses d'une richesse incroyable, et ce n'est pas par narcissisme que je le dis, puisque ça, je tire du réel. Par exemple, un des gosses qui est parti, bon, ils ont 20 ans, quoi, qui est parti en Syrie, il revient, la maman apprend qu'il est arrêté. Ils sont là une dizaine à parler de ce qui arrive. Et la maman, une vieille maghrébine qui parle tout juste le français, elle dit « Mais j'ai lu dans le journal, mais mon fils, il n'était pas en Syrie, mon fils, il était en Grèce. Et la Grèce, c'est en Afrique. » La fille engueule « Mais non, maman, la Grèce, c'est pas en Afrique. La Grèce, c'est à côté de l'Italie. » Elle dit « Ah bon ? La Grèce, c'est pas... Je croyais que c'était à côté du Sénégal. C'est pas le pays des Noirs. C'est pas des Noirs, les Grecs. » Et la fille lui dit « Non, les Grecs, c'est pas des Noirs, c'est des Français. » Alors vous voyez, tout d'un coup, là, vous avez un dialogue et tout d'un coup, le mot français prend un sens différent que le nôtre. Et ces gens-là sont nés en France, la plupart, où ils ont été à l'école française. Donc on est dans une profondeur anthropologique et un sombre décor politique aussi. Et j'entre dans le quotidien de ces gens-là. Par exemple, le chef, celui qui sera abattu par la police, qui a jeté la grenade, enfin qui est supposé avoir jeté la grenade, il a ses 3 femmes. Et on peut entrer dans leur vie. Je veux dire, à la fois, il prépare un attentat et puis il se fait engueuler par une de ses femmes parce qu'elle n'a pas d'argent et elle ne peut pas acheter les couches-culottes. Je veux dire. Donc, et ça peut prendre aussi une dimension extrêmement tragique parce qu'un de ces djihadistes, que j'appelle Saïd, qui est parti en Syrie et qui était chargé, lui, de former des jeunes djihadistes pour aller se battre. Et il a une de ces femmes gauloises converties à l'islam qui va le voir 2 fois. Elle va le voir une première fois sous les bombes, elle a 18 ans. Sous les bombes, elle va se faire mettre enceinte, elle revient en France pour accoucher, elle apprend qu'entre-temps, il a 2 autres femmes, il a épousé 2 autres femmes, elle y retourne. Et sous les bombes. Et on a toutes leurs conversations, etc. Et lui sera blessé 2 fois. Et alors là, à nouveau, on entre dans l'espèce de jeu politique obscur et assez sordide qui s'est joué entre les Russes, les Français, les Américains, les Turcs surtout. Ce type est blessé.
Plusieurs fois. À la fin, il est immobilisé sur un brancard, il ne peut plus bouger. Ces 3 femmes l'ont laissé tomber, plus personne ne s'occupe de lui, il fait sous lui, dit-il à sa maman. Et on a une écoute téléphonique, il dit à sa maman, mais maman, on entend les bombes, hein, maman, les Américains nous bombardent, l'Arabie Saoudite s'est retournée contre nous. Et la France aussi. Maman, c'est comme ça. Bon. Lui, il a été condamné à plus de 20 ans de prison, mais par contumace, il ne reviendra jamais, il est mort. Bon. Donc on entre dans quelque chose d'extrêmement noir et complexe. Moi, je raconte ça de façon froide, je ne porte pas de jugement, j'ai ni mépris, ni bien sûr admiration. Ma devise est celle de Spinoza, hein, ne pas rire, ne pas pleurer, comprendre. Moi, je n'essaie même pas de comprendre, j'essaie seulement de montrer. On a affaire, Dostoïevski a écrit Les Possédés. Les Possédés étaient des intellectuels qui déraillaient. Ici, on a affaire aux Dostoïevski du pauvre. Moi, je les appellerais des dépossédés. En gros, c'est pas mal. Vous allez voir, c'est un roman qui jouit d'un hyper-réalisme à la fois très impressionnant et glaçant, justement parce que Morgane, comme il l'a très bien dit, a travaillé aussi à partir de ces documents d'archives-là, à partir d'écoutes téléphoniques, à partir de comptes rendus d'audience. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as travaillé à partir de là? Et puis, parce que c'est vrai, il l'a dit, il parle des dépossédés. Moi, c'est un des trucs qui m'a marqué aussi en lisant ce roman, c'est que, en fait, on se rend compte, grâce à Morgane Sportes, du néant existentiel dans lesquels, contrairement justement aux possédés de Dostoïevski, du néant existentiel dans lesquels ils sont saisis. C'est-à-dire qu'on est plus proche effectivement de Beckett, d'En attendant Godot et des Pieds nickelés, hein, que de Homeland. C'est l'air du vide, c'est Baudrillard, c'est l'air du vide. Et je sais que comme tu l'as dit là, mais tu as rencontré un des terroristes en question. Comment tu as travaillé à partir de ces documents, à la fois cette matière morte qui est l'archive, et à partir des rencontres que tu as faites, cette matière vive? Par exemple, j'ai rencontré un papa, type, bon, je dis qu'il est plombier, hein, le Gaulois, quoi, je veux dire, plutôt le franchouillard, il aime bien picoler, le bon français voltairien, quoi, je veux dire, athée, quoi, tout ça. Un jour, il rentre chez lui, il me raconte ça. Il rentre chez lui, il voit son fils, un Gaulois, son fils, hein, écroulé devant un morceau de pizza froide, et, en train de pleurer. Le père lui dit, mais qu'est-ce que t'as, mon fils? Pourquoi tu pleures? Papa, mais j'ai réfléchi. Et le fils, il a 25 ans. Si tu meurs et moi je meurs, on ne se retrouvera pas au paradis puisque tu n'es pas musulman. Tu iras en enfer. Oui. Le père est écroulé. Et il y a des moments où, d'ailleurs l'avocat qui a lu mon livre aussi, il y a des moments où irrésistiblement on est dans le noir, mais on rigole, quoi, je veux dire, parce que il y a une espèce d'humour noir, des processus d'humour noir qui se déclenchent tout le temps. Je veux dire, il fabrique une cocotte minute explosive en se fondant sur le Darknet, vous voyez, les sites de Al-Qaïda sur le Darknet, et alors c'est en anglais, alors ils font Google Translate, alors je veux dire, il doit y avoir plein de contresens, ils fabriquent une cocotte minute, elle manque leur exploser à la gueule, vous voyez. Donc on est vraiment dans les pieds nickelés. Et quelque part, heureusement, dans mon livre, il n'y a pas de mort, hein, il n'y a pas de mort, puisque la grenade qu'ils ont jetée, il y a eu un blessé léger quand même, enfin, ça aurait pu faire énormément de morts, hein, je veux dire. Donc, on est continuellement entre le rire et l'horreur. C'est ce sentiment de malaise. Et je vous dirais une chose, c'est que moi, travailler là-dessus, j'ai travaillé plusieurs années sur ce livre, c'était extrêmement éprouvant, hein, beaucoup plus que pour mon livre Lapa ou tout de suite encore. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune fenêtre qui s'ouvre, aucune bouchée d'oxygène, il n'y a rien. On est dans l'enfermement le plus total et le désespoir plus total. Et quelque part, ils ne nous sont pas étrangers, parce que il y a un des témoins qui dit dans cette affaire, mais pourquoi l'islam? Parce que c'est une religion carrée, c'est comme le service militaire. Ouais, ils trouvent là-dedans une structure. Oui. Et dans cette période de totale décomposition que nous vivons, il se trouve cette bouée de sauvetage. Moi, je suis écrivain, je témoigne de ça. Aux hommes politiques de se débrouiller avec, mais je leur souhaite bien du plaisir. Merci beaucoup, Morgane. Lisez ce livre, c'est vraiment
il est impressionnant, glaçant et absolument saisissant d'être immergé comme ça dans cet univers-là. Merci beaucoup. Bon cauchemar.